Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Souvenez-vous, c'était en juillet 2012, le Sénat tapait du poing sur la table concernant le bronzage en cabine, mais aussi les implants ou encore les épilations à la lumière pulsée dans le cadre d'une mission d'information sénatoriale qui s'était mise en place après le scandale des prothèses mammaires PIP. Le Sénat avait formulé plusieurs recommandations, pouvant d'ailleurs aller jusqu'à l'interdiction de ces fameuses cabines AUV. Alors 3 mois plus tard, où en est-on de ces recommandations? Le Sénat a organisé hier soir un débat sur ce thème. Tout de suite donc direction l'hémicycle pour savoir si ces recommandations vont faire l'objet d'une proposition de loi. Bonne séance à tous. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle le débat sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique à la suite de la demande de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique. La parole est à Madame Chantal Joanneau, présidente de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes très heureux de pouvoir débattre dans cet hémicycle des conclusions du rapport sur les dispositifs médicaux implantables et interventions à visée esthétique. Un rapport dont je veux souligner qu'il a été adopté à l'unanimité des membres de la mission est totalement soutenu par la Commission des affaires sociales. Une unanimité d'ailleurs à l'image des travaux que nous avons conduits, extrêmement constructifs et extrêmement éclairants sur un enjeu que, je le soulignerai plus tard d'ailleurs, est un enjeu vraiment de société. Mais en fait, nous ne voulions pas de polémique inutile, car cette mission d'information, souvenons-nous-en, est née d'un drame humain qui est celui de l'affaire PIP. Un drame dont d'ailleurs nous découvrons chaque jour l'ampleur croissante, puisque vous le savez, les taux de rupture de ces prothèses mammaires sont très supérieurs aux estimations initiales. Et malgré les Cassandres dénonçant le principe de précaution, nous ne pouvons que saluer la décision du précédent gouvernement de proposer l'explantation préventive à toutes les femmes porteuses de ces prothèses. Pour autant, à l'occasion des différentes auditions, nous avons bien noté les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes qui dénoncent des pratiques parfois abusives de certains chirurgiens. Aussi avons-nous demandé au gouvernement une mission IGAS pour dresser le bilan de cette crise sanitaire et faire toute la lumière sur les conditions d'explantation. Et Madame la Ministre, je souhaiterais avoir quelques éclairages sur la prise en compte de cette demande par le gouvernement. Vous le savez, cette mission n'était pas une contre-enquête sur l'affaire PIP et nous avons donc voulu que son champ soit extrêmement élargi. Nous nous sommes concentrés sur les dispositifs médicaux dits implantables parce que jugés les plus à risque, ce qui recouvre un champ extrêmement large qui va bien évidemment des prothèses mammaires aux prothèses de hanche, au stent ou encore au pacemaker. Et nous l'avons encore plus élargi à l'ensemble des interventions à visée esthétique qui vont du travail des esthéticiennes jusqu'à la chirurgie esthétique. Parce que l'affaire PIP renvoyait en effet souvent à cette délicate question du risque acceptable pour des interventions jugées à visée purement esthétique et de la place des pouvoirs publics pour déterminer le niveau de risque acceptable. Je veux d'abord et vraiment insister sur l'enjeu de santé publique, parce que parfois, on nous a regardé avec un petit sourire quand nous évoquions cette mission d'information. L'enjeu de santé publique, c'est, pour les seuls dispositifs médicaux, entre 160 000 et 800 000 références aujourd'hui recensées, avec un gap, avec une incertitude qui elle-même est extrêmement préoccupante quant au nombre de références, et un marché qui serait, selon l'IGAS, de 21 milliards d'euros. Chaque année, pour l'aspect esthétique, il y a 300 000 actes de chirurgie et de médecine esthétique, un marché en très forte progression.
Et un autre chiffre très intéressant, puisque ce débat va venir dans notre hémicycle, 16% de la population française fréquente les cabines à UV. 16% de la population française. C'est quelques chiffres pour souligner que nous sommes face à un problème de société et pas uniquement un choix individuel de prise de risque. Donc un sujet élargi et une approche élargie. Avec l'aide de l'équipe des administrateurs du Sénat, équipe remarquable conduite par Olivier Jacques, je tiens à le dire, nous avons mené plus d'une cinquantaine d'auditions. Une cinquantaine d'auditions et nous nous sommes rendus aussi bien auprès des instances européennes qu'auprès de pays qui font référence dans le domaine. Je pense aux États-Unis, au Danemark, en Suède. Nous aurions bien voulu aller en Australie, mais nous avons interrogé les autorités australiennes par courrier. C'était plus respectueux des finances du Sénat. Nous avons aussi interrogé les spécialistes de la santé, les professionnels, les autorités sanitaires, mais également, pour avoir vraiment cette vision d'un enjeu de société, des psychologues, des sociologues, des historiens, une approche extrêmement large pour dépasser l'approche purement technique. Et nous souhaitions, au-delà des aspects sanitaires, éclairer les enjeux sociétaux de ce type de débat, parce que ces enjeux ont leur place dans notre hémicycle. Et force est de constater que l'apparence physique constitue aujourd'hui une norme et pas seulement une question de bien-être, mais vraiment une norme de société qui a des impacts concrets et mesurables, par exemple, sur les taux d'embauche des personnes. Notre mission, c'est le troisième point que je voulais souligner, en plus s'inscrit dans un calendrier opportun. Notre rapporteur, M. Bernard Cazeneuve, ira plus loin dans l'analyse des dispositifs de sécurité sanitaire et dans ses recommandations. Mais vous verrez combien nous sommes dépendants des règles européennes qui ont jusqu'à présent plutôt privilégié la libre circulation des biens et l'harmonisation sur la sécurité sanitaire. Mais nous avons la chance de tomber dans un calendrier opportun puisque les règles européennes sont aujourd'hui en cours de révision et donc de rediscussion. Alors à nous d'être force de proposition dans ce cadre et nous pouvons proposer une voie médiane entre le système européen actuel, parfois trop libre-échangiste mais facteur d'innovation, et le système américain que certains voient comme un idylle mais qui laisse quand même passer beaucoup de scandales lui aussi, qui peut être moins favorable à l'innovation mais plus sécurisant. Donc nous pouvons proposer une voie médiane afin d'équilibrer l'exigence d'innovation et l'impératif de sécurité. Parce que, au cours de ce débat, je pense que ce seront les deux termes de notre débat, sécurité et innovation. Deux principes qui doivent guider notre réflexion cet après-midi. Comment faire en sorte que des interventions non vitales soient encadrées de la plus haute exigence de sécurité, tandis que les interventions absolument vitales, elles, pourraient intégrer une prise de risque un peu supérieure. Je voudrais, dans ce débat, et en allant peut-être sur le terrain des propositions qui normalement relèvent du rapporteur, mentionner un sujet qui me tient à cœur, qui est celui des perturbateurs endocriniens. Il y a un peu plus d'un an, notre collègue Gilbert Barbier a consacré un rapport sur ce sujet, au nom de l'OPESC, dont je cite simplement le titre « Perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution ». Et on a coutume de dire que les dispositifs médicaux ne sont pas mieux encadrés que les jouets. C'est vrai pour le marquage CE, et en matière de substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, CMR, c'est même pire. Elles sont interdites dans les jouets, elles sont même interdites dans des produits ludiques pour adultes, mais elles entrent toujours dans la fabrication des dispositifs médicaux. Et nous avons aujourd'hui des études précises, d'ailleurs qui ont été présentées par le professeur Ticolella lors des auditions que nous menons sur la PPL sur le bisphénol A, qui soulignent l'impact sanitaire catastrophique de ces produits et tout particulièrement sur l'état du fœtus, du nourrisson et donc du prématuré. Aussi, lors de l'examen de la proposition de loi sur le bisphénol A, je vous proposerai que ce produit soit exclu des dispositifs médicaux, tout particulièrement ceux qui touchent les prématurés et les nourrissons. Enfin, un dernier mot sur l'esthétique. Ce que nous avons découvert tout au long de nos travaux est assez inquiétant, pour ne pas dire parfois effrayant. Inquiétant de pression sociale, de normalisation,
de stratégies marketing qui ne font que confirmer malheureusement ce que j'avais déjà souligné sur un précédent rapport qui concernait l'hypersexualisation des enfants. Alors on pourrait s'interroger longtemps sur les motivations des personnes qui ont recours à la chirurgie ou à la médecine esthétique. Et nos auditions ont montré très clairement que toute moralisation est inutile et elle serait même totalement injuste. Vraiment, je tiens, avant qu'on commence ce débat, à rappeler ce point, la modification des corps, la volonté de modifier les corps a existé de tout temps. Ça n'est pas un phénomène des temps modernes, ça n'est pas un problème de société entre guillemets riche. Ça a existé de tout temps et ça se développera inévitablement avec le vieillissement de la population. Donc il faut même souhaiter qu'on parvienne à améliorer ces techniques. Mais nous devons, nous, ici dans cet hémicycle, éclairer l'opinion. Nous devons clarifier les frontières entre l'esthétique et la médecine et nous ne devons pas hésiter à interdire quand le risque sanitaire est avéré. Mes chers collègues, donc je vous invite à un débat ouvert et pragmatique autour de propositions que je qualifie de très audacieuses de notre rapporteur qui améliorent la sécurité sanitaire sans entraver les innovations entre guillemets vitales et améliorent la réglementation sans moralisation. Et une fois de plus, je pense, le Sénat va montrer qu'il a un temps d'avance et j'ai même 1 minute d'avance sur mon temps. Je vous remercie. Merci Madame le rapporteur. La parole est à Monsieur Bernard Cazeau, lui aussi rapporteur de la mission commune d'information. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce débat vient en quelque sorte couronner le travail de la mission commune d'information sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique, qui a été créée d'ailleurs à l'initiative de notre collègue Chantal Jouanneau. Vous l'ignorez pas, à l'origine de cette mission se trouve l'émotion suscitée par le scandale des prothèses PIP. Notre rapport a d'ailleurs montré combien cette triste affaire dépassait le simple cadre d'une fraude au gel de silicone pour recouvrir l'ampleur d'un véritable scandale sanitaire. Les dernières données de matériaux-vigilance publiées en juillet par l'Agence nationale de sécurité du médicament montrent que les cas d'anomalies et de réactions inflammatoires sont plus importants qu'estimés au fur et à mesure des explantations. Fin juillet, 12 345 Françaises sur les 30 000 potentiellement concernées avaient fait retirer leurs prothèses, dont 8 460 à titre préventif. Les anomalies ont été constatées dans 22% des cas, soit près du quart des opérations. C'est beaucoup plus que ce qui avait été annoncé lorsque le scandale a éclaté. Voilà qui n'est pas de nature à rassurer toutes les femmes qui souffrent d'autant que la question de leur indemnisation n'est toujours pas réglée. De nombreuses autres raisons justifiaient que le Sénat s'intéresse aux dispositifs médicaux. Lors de la discussion de la loi sur le médicament, plusieurs de nos collègues avaient prédit qu'il serait au cœur du prochain scandale sanitaire. Les faits nous ont malheureusement rapidement donné raison. C'est donc avec la volonté de prévenir un nouveau scandale sanitaire que notre mission s'est attelée à un travail de fond. En l'espace de 4 mois, nous avons auditionné plus de 50 institutions, associations et entreprises qui nous ont fait part de leurs préoccupations ou suggestions. Vous le savez, l'autre versant du champ de compétences de notre mission concernait les interventions à visée esthétique. À ce titre, l'ampleur inédite de l'affaire PIP, qui s'est traduite par une couverture médiatique internationale sans précédent, a montré combien l'apparence et la beauté, fussent-elles artificielles, étaient devenues les préoccupations majeures, sinon essentielles, d'un grand nombre de nos contemporains. Au-delà des interrogations relatives aux méthodes et aux enjeux du contrôle des dispositifs médicaux, cette affaire des prothèses PIP nous a donc conduit à nous interroger sur la réglementation des interventions à visée esthétique. Au fil de nos travaux et fort de constatations d'un caractère parfois absurde, dramatique ou désolant selon les cas, notre mission s'est attachée à formuler des propositions concrètes avec un mot d'ordre, faire prévaloir la sécurité dès lors qu'il est question de santé publique.
On a déjà beaucoup parlé de notre recommandation d'interdiction des cabines de bronzage. Je n'en dirai donc qu'un mot. Elles sont aujourd'hui reconnues comme un facteur d'augmentation des pathologies cutanées, notamment de la plus grave d'entre elles, le mélanome. D'aucuns expliqueront que le nombre de morts est moins important que d'autres activités, comme la chasse ou la baignade, et que les cabines sont moins nocives que le tabac, que personne n'a proposé d'interdire jusqu'à présent. C'est exactement le genre d'argument entendu au Brésil, lorsque ce pays a pris la décision d'interdire les cabines fin 2009. Les intérêts en jeu sont loin d'être négligeables, c'est vrai, mais comme l'a considéré la justice brésilienne, le droit à la santé doit prévaloir sur le droit au libre exercice de l'activité économique. Et l'interdiction est toujours en vigueur en dépit de ce que certains voudraient nous faire croire. Il faut donc placer la sécurité en tête de nos préoccupations, mais comment faire ? S'agissant des dispositifs médicaux implantables, la réponse n'est pas toujours évidente, car les nouvelles technologies contribuent à sauver des vies et à améliorer la qualité des soins. Je pense par exemple à l'essor de la cardiologie interventionnelle, qui permet de traiter des pathologies graves dans des conditions beaucoup moins lourdes que les techniques chirurgicales traditionnelles. Lorsqu'il en va de la vie du patient et qu'il faut sans doute privilégier la rapidité de mise sur le marché des dispositifs innovants, quitte à procéder à leur évaluation approfondie après implantation. Hormis ces cas d'urgence, la sécurité doit prévaloir. L'exemple de PIP ou des prothèses de hanche depuis a montré les graves défaillances des mécanismes de contrôle. La Commission européenne a engagé une vaste réforme des directives relatives aux dispositifs. D'abord annoncée pour le printemps, cette révision de la réglementation européenne a abouti la semaine dernière, et c'est important. Je passe sur la proposition de règlement relative aux dispositifs de diagnostic in vitro, qui n'entrait pas dans le champ de la mission. Pour ce qui est des dispositifs médicaux en général, sous réserve d'une analyse plus précise de la proposition de règlement, je note avec satisfaction que la Commission européenne partage les préoccupations exprimées par notre mission. Début juin, Mme Joanot et moi-même nous étions d'ailleurs rendus à Bruxelles pour nous entretenir avec le cabinet du commissaire à la santé et des fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires de la direction générale intéressée. Nous leur avions fait part de notre volonté de voir la rigueur s'imposer à tous les niveaux afin de garantir la sécurité des malades. D'une manière générale, la Commission reprend ce qui fut le leitmotiv de la mission tout au long de nos travaux, renforcer sensiblement les contrôles pour garantir que seuls des dispositifs sûrs sont placés sur le marché de l'Union européenne et dans le même temps favoriser l'innovation et préserver la compétitivité du secteur des dispositifs médicaux. L'essentiel des recommandations que nous avions faites se retrouvent ou sont reprises, comme on voudrait, sous une forme ou une autre, par la Commission. Je citerai notamment la surveillance renforcée des organismes d'évaluation. Préalablement, faisaient un peu ce qu'ils voulaient. La multiplication des visites inopinées chez les fabricants, ce qui n'existait jamais avant, on les prenait 8 jours à l'avance, qui a permis l'histoire des prothèses PIP d'ailleurs. L'accroissement des pouvoirs des organismes notifiés. Ils vont avoir des responsabilités et seront surveillés plus particulièrement d'après les perspectives annoncées. L'ouverture aux professionnels de santé et au public, c'est très important au public, de la base de données européenne EUDAMED à des fins d'information et de transparence sur les produits disponibles. Le renforcement de la traçabilité par l'introduction d'un système d'identification unique des dispositifs médicaux, ce qui est quelque chose qui est très en cours aujourd'hui, y compris aux États-Unis. L'intensification des exigences relatives aux preuves cliniques, parce que faire des dispositifs médicaux sans jamais avoir de preuves cliniques, c'est peut-être un petit peu à l'encontre des dispositifs sanitaires habituels. L'amélioration de la coordination, car ça il faut en parler aussi, entre autorités nationales de surveillance. Enfin, l'institution de règles de nature à prévenir le forum shopping, c'est-à-dire la possibilité offerte à un fabricant de changer d'organisme notifié comme bon lui semble. Autrefois,
Et ça a été l'histoire des prothèses PIP. Ils ont changé d'organisme notifié en cours de notification. Dans le projet de la Commission, ce changement passerait par un accord signé par les 3 parties, le fabricant, l'ancien organisme notifié et le nouveau. L'accord emporterait l'abrogation du marquage de conformité délivré par l'ancien organisme notifié et ce changement serait notifié à la Commission. Encore une fois, attendons d'avoir le texte précis entre nos mains, mais le rapporteur que je suis ne peut s'empêcher de penser que nous avons fait œuvre utile. Reste que l'objectif de la Commission européenne est d'aboutir à l'adoption du règlement d'ici à 2 ans pour une entrée en vigueur progressive entre 2015 et 2019. L'Europe, c'est encore plus lent que chez nous. Ce qui ne nous empêche pas, Madame la Ministre, d'agir dès à présent. Et oui, car tout ne se joue pas à Bruxelles. Ça serait trop facile. En matière de suivi des dispositifs après leur implantation, nous ne pouvons incriminer la réglementation communautaire. Si les défauts de conception des protèges depuis ont été détectés en Australie et en Suède et non pas en France, c'est parce que nous ne tenons pas de registre exhaustif des dispositifs. Il est indispensable et urgent de repenser le système en rendant le recueil de données plus simple et en appelant les professionnels de santé à leurs responsabilités en la matière, car ils traînent les pieds. On nous a proposé que la création de registres exhaustifs se heurtait aussi à des difficultés juridiques, mais nous avons vérifié, elles peuvent être surmontées. Alors, Madame la Ministre, quelles initiatives entendez-vous prendre en ce domaine qui me paraît fondamental? C'est la première question. Dans le même ordre d'idées, il faut simplifier la déclaration d'incidents graves et accroître la transparence des liens d'intérêt, même si en matière de dispositifs médicaux, les choses ne sont pas aussi simples que dans le domaine du médicament. Car les nouveaux matériels sont souvent développés en concertation avec une équipe médicale, voire à son initiative. La loi médicaments contient des dispositions intéressantes. On l'a vu cet été avec l'avertissement lancé par la NSM sur les sondes de stimulation cardiaque Somédic, apparemment commercialisées en dépit du retrait ou du non-renouvellement des certificats de marquage CE par son organisme. Bonne chance à ceux à qui on les a posés. L'ANSM a d'ailleurs demandé le mois dernier la mise en quarantaine de l'ensemble des sondes de ce fabricant que les établissements de santé pourraient avoir en stock. Preuve que les mécanismes existants peuvent fonctionner. Par ailleurs, Madame la Ministre, dans quel délai, c'est une redemande, pourrons-nous disposer du rapport sur la sécurité des dispositifs médicaux prévu à l'article 41 de cette loi? J'en viens maintenant à l'esthétique. Pour ce qui est de la chirurgie esthétique, la France fait figure d'exemple. Le délai de réflexion de 15 jours, l'interdiction de la publicité, l'encadrement des interventions sont des éléments essentiels dont plusieurs pays cherchent à s'inspirer. En revanche, en matière de médecine esthétique, c'est la jungle. Le marché est en forte croissance et de nouvelles techniques apparaissent sans cesse. Il y a quelques jours encore, un nouvel appareil est sorti sur le marché. Entre parenthèses, la brosse vibrante anti-rides. Brosse vibrante anti-rides, oui Madame Goulet, qui facilite la pénétration de la crème de jour, si vous voulez savoir, tout savoir. Bel exemple de marketing qui surfe sur la volonté universelle de retarder les effets de l'âge. La frontière entre les actes accomplis par les professionnels de santé, médecins ou dentistes dans certains cas, parce que les dentistes commencent à reprendre ces juteux, alors ils commencent à déborder de la mâchoire, et ceux réalisés par les esthéticiennes s'estompent, cette frontière s'estompe. Il est difficile d'y voir clair, d'autant que si certains dangers sont avérés, d'autres risques ne sont que potentiels, ce qui fait peser une incertitude juridique sur les mesures susceptibles d'être décidées. C'est ce qui s'est produit l'année dernière avec les techniques de lyse adipocytaire, dont la suspicion de nocivité n'était que potentielle. Le décret pris par le gouvernement en avril 2011 a été en partie invalidé. Peut-être pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre, comment le gouvernement
entend reprendre ce dossier tout en garantissant la solidité juridique des dispositions prises. En tout état de cause, il faut clarifier les choses et faire prévaloir la sécurité en agissant dans plusieurs directions. La première exigence consiste à réserver les actes potentiellement dangereux aux seuls médecins. Ce devrait être le cas des procédés de dépilation par lampe à lumière pulsée au-delà d'une certaine puissance. Parce qu'en dessous de cette puissance-là, elles sont inefficaces. Donc tout le monde peut s'y amuser. Il nous faut aussi préciser les conditions de formation des médecins esthétiques. La médecine esthétique ne doit pas constituer une spécialité à part entière, mais les praticiens doivent disposer d'une véritable capacité. Il faut donc créer, ce que nous proposons, un DESC, diplôme d'études spécialisées complémentaires dans ce domaine, et ça, nous vous laissons la possibilité de voir avec votre collègue du ministère de l'Éducation nationale, puisque dans ce domaine, les deux ministères concourent à la mise en œuvre. Il faut instituer un marquage CE spécifique à l'esthétique. Cela permettrait de faire le ménage parmi tous ces produits. Il n'y a aucune raison de disposer en France d'une centaine de produits à base d'acide hyaluronique, alors qu'une dizaine seulement est sur le marché aux États-Unis. Chacun propose sa petite recette, sans justification précise. Bien au contraire. Il faut également constituer une base de données de tous les dangers de ces produits ou des actes proposés aux consommateurs de sorte qu'ils les fassent pratiquer en pleine connaissance de cause. Cette véritable esthético-vigilance passe enfin par la création d'un carnet de soins esthétiques que nous proposons afin que les personnes qui recourent à ces techniques ne les multiplient pas de manière imprudente, voire dangereuse. Voilà, Madame la Ministre, quelques-unes des pistes de réflexion que nous avons dégagées dans un esprit de responsabilité assez unanime. Je terminerai en soulignant que nous n'avons pas perdu de vue l'incidence économique des secteurs concernés, ainsi que la nécessité de ne pas entraver l'innovation, mais il faut vraiment replacer la sécurité au premier rang des priorités. Et comme le dit le vieil adage latin, primum non nocere. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe CRC. Madame la ministre, chers collègues, je tiens tout d'abord à dire que je suis satisfaite que, suite au débat sur le financement des hôpitaux, nous puissions aborder ce sujet en lui accordant une place importante dans nos échanges, car il relève bien, lui aussi, d'un enjeu fondamental de notre système de santé. L'émotion suscitée depuis près d'un an par le scandale des prothèses mammaires, PIP, justifiait pleinement la création de cette mission d'information en l'élargissant à l'ensemble des dispositifs médicaux implantables et aux interventions à visée esthétique. Les nombreuses auditions organisées par cette mission ont été de qualité et permettent aujourd'hui d'avancer un certain nombre de propositions de bon sens et qui pourtant faisaient cruellement défaut jusqu'à présent. Je tiens donc à remercier Madame Chantal Joanneau, présidente de cette mission, pour le travail réalisé et Monsieur Bernard Cazeau pour son rapport. Ce nouveau scandale sanitaire, après celui du Mediator, a mis une nouvelle fois en lumière les dysfonctionnements en matière de réglementation et les intérêts financiers qui peuvent primer sur la santé des patients. Il n'est pas acceptable que les lacunes du système puissent permettre à quelqu'un de déjouer pendant 20 ans tous les contrôles par appétit financier et souci de rentabilité. Selon le bilan réalisé en juillet dernier par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, plus de 3000 cas de rupture ont été détectés chez des porteuses françaises et plus de 12 000 femmes ont bénéficié, si je puis dire, d'un retrait préventif sur 30 000 femmes concernées. Cela nous montre l'ampleur des dégâts. Nous savons quelle est la souffrance, tant physique que psychologique, vécue par ces femmes, et cela doit effectivement nous interroger sur les mesures à prendre pour éviter que cela ne se reproduise. Le rapport montre très bien que malgré des moratoires successifs de commercialisation de cette technologie
depuis longtemps controversé, malgré des signaux d'alerte, les années se sont écoulées sans qu'il y ait retrait et suspension de la mise sur le marché et l'utilisation de ces implants mammaires fabriqués par la société PIP. Je suis donc favorable, comme préconisé dans le rapport, à ce que le gouvernement demande à l'IGAS de dresser un bilan détaillé de la gestion de cette crise sanitaire. Je crois que cette transparence, même a posteriori, est essentielle pour les victimes et demain pour de futures patientes. Il me paraît tout aussi important de renforcer strictement les contrôles effectués sur les dispositifs médicaux implantables dès leur mise sur le marché durant toute leur durée d'utilisation. En effet, comme chacun le sait, contrairement aux médicaments dont la mise en vente est conditionnée par l'autorisation de mise sur le marché, AMM, les dispositifs médicaux peuvent être vendus même en l'absence de tests. Nous avons voulu renforcer cette pharmacovigilance via la loi de décembre 2011, dite loi du médicament. Les dispositifs médicaux font également partie de cette loi, mais 6 mois après sa promulgation, les décrets d'application des articles concernés ne sont toujours pas parus. Peut-être que Madame la ministre pourrait nous éclairer sur ce point. Notons toutefois avec intérêt que la Commission européenne vient de réviser la réglementation sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les propositions de la Commission visent, selon le commissaire européen à la santé, John Dalli, à renforcer, je le cite, sensiblement les contrôles pour garantir que seuls les dispositifs sûrs sont placés sur le marché de l'Union européenne et, dans le même temps, à favoriser l'innovation et à préserver la compétitivité du secteur. Figure en outre parmi ces dispositions une traçabilité totale des dispositifs les plus sensibles et une surveillance accrue du marché. C'est une décision importante, même si l'on peut regretter qu'il n'y ait toujours pas de véritable autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs à haut risque. L'investigation de la mission nous a également permis de nous interroger sur ce que l'on appelle les interventions à visée esthétique. Ces nouvelles pratiques, de plus en plus nombreuses, entraînent ou peuvent entraîner de nouveaux dangers. Il est de notre responsabilité de les anticiper pour les éviter. Il s'agit d'un véritable enjeu de société à part entière. Un secteur économique florissant, avec plus de 11 millions de soins de beauté et de bien-être qui auraient été réalisés en France en 2011. Les femmes en sont le public majoritaire. Notre rapport au corps, au vieillissement, à la beauté, entraîne un recours de plus en plus fréquent et banalisé de ces nouvelles techniques séduisantes, sans penser aux conséquences à plus long terme, ou tout simplement parce que l'on croit que ces pratiques sont très encadrées et donc sans danger. Il est vrai qu'il est difficile de démontrer le caractère dangereux d'une pratique esthétique en l'absence de données scientifiques ou de statistiques fiables et objectives. À l'inverse, on sait aujourd'hui pertinemment que certaines pratiques sont dangereuses. Je pense aux cabines de bronzage dont les risques sont aujourd'hui scientifiquement avérés. Nous ne pouvons les ignorer. Je partage donc la proposition d'interdiction de ces cabines hors usage médical, comme le recommande la mission. C'est certes une mesure radicale et sans doute impopulaire, mais nécessaire pour éviter un futur scandale sanitaire. Sans revenir sur chacune des 38 propositions formulées par la mission, nous devons d'une manière générale et pour l'avenir répondre à 3 priorités. D'abord, bien définir les responsabilités en matière d'évaluation, de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux. L'ANSM doit pouvoir pleinement à ce titre jouer son rôle de gendarme sanitaire en centralisant tous les signalements. Deuxièmement, créer les conditions d'une formation qualifiante des professionnels. Cette demande est revenue très souvent dans les auditions. Troisièmement, avoir un statut bien défini dans les frontières pourtant assez floues entre le médical et l'esthétique. Enfin, pour notre part, nous ne le redirons jamais assez, il est impératif de mettre fin aux conflits d'intérêts qui peuvent exister. Excusez-moi. Le rhume m'attaque. Et renforcer les contrôles et les inspections réalisées par les organismes notifiés. Ces organismes doivent avoir les moyens de remplir leur mission, ce qui n'est à l'heure actuelle pas le cas, les fabricants pouvant décider eux-mêmes des modalités de certification et d'évaluation. Une harmonisation par le haut est donc nécessaire au niveau européen, tout comme une indépendance renforcée de ces structures de contrôle. J'en profite également pour redire qu'il est primordial de protéger les lanceurs d'alerte, comme stipulé là encore dans la loi sur le médicament, pour éviter les attaques virulentes dont les professionnels de santé peuvent être victimes dans de telles situations. Heureusement que j'arrive à la conclusion.
En conclusion, nous partageons donc pleinement la philosophie de ce rapport, bien résumée dans le titre « Santé, beauté, une priorité, la sécurité ». Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe UCR. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je regrette que notre débat n'ait pas attiré plus de monde, mais en même temps, ma confession sera plus discrète. L'idée de vieillir m'insupporte complètement. Comblement de rides, de liposuction, botox, acide lifting, système filaire. Tous ces procédés me sont familiers. Car voyez-vous, Madame le Ministre, j'en suis, je l'avoue, assez consommatrice et depuis un certain temps. J'ajoute que végétarienne, j'ai une pratique quotidienne du sport et je pratique le jeûne thérapeutique depuis environ une trentaine d'années. Dire que mon image m'importe est un euphémisme. Vous comprendrez donc l'appétence que j'ai eue pour cette commission d'information et que je concentre évidemment mon propos sur la médecine esthétique. La philosophie, pour ne pas dire la psychologie du consommateur, est identique en réalité, parce que bon, la chirurgie évidemment a ce caractère réparateur et parfois beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux, mais en réalité une partie de la patientèle, s'agissant de la chirurgie, a aussi le même type de philosophie. Et si je parle de consommateurs, c'est sous le diktat de l'apparence, de la mode de l'éternelle jeunesse. La notion de patient s'efface, à mon sens, devant celle du consommateur. Nous sommes passés de Faust à l'incroyable famille Kardashian, dans un marché et une véritable société de consommation. En 2008, le rapport le mentionne et beaucoup en ont fait aussi mention. C'est 500 milliards de dollars aux États-Unis, dont 100 milliards pour les soins de lutte contre le vieillissement. Ce n'est pas rien. La France arrive seulement au 14e rang sur les pays les plus consommateurs. Aux États-Unis encore, 9,2 millions d'interventions ont été pratiquées en 2011, dont 1,7 milliard pour les injections, dont on verra plus tard, notamment en France, et le rapporteur en a fait état, qu'en réalité, vous avez des injections d'un certain nombre de produits qui ne sont évidemment pas contrôlés, qui est toujours très, très sécurisant. En France, en 2009, 300 000 actes de chirurgie et de médecine esthétique ont été réalisés par environ 465 chirurgiens. Quant aux actes de médecine esthétique, la croissance est continue et constante. Plus tout ce qui concerne l'esthétique, là aussi, il y a eu, bon, j'y reviendrai pas, le rapport en fait longuement état de ces esthéticiennes qui sont à la limite, à la frontière avec la médecine esthétique. Et là aussi, il n'est pas question de stigmatiser une profession, mais il y a quand même des choses à faire, sans parler des cabines de bronzage qui sont dans les clubs de gym ou autres établissements où il n'aurait évidemment rien à y faire. D'abord parce que ce n'est pas l'endroit, et ensuite parce que, comme les autres membres de la commission, je me suis rangée à l'avis du rapporteur s'agissant de leur interdiction. Ça, c'était quand même quelque chose que je n'utilisais pas. Donc, pour un chiffre annuel de 3 milliards d'euros, il va sans dire que ces montants démontrent que le secteur de l'esthétique médicale est bien engagé sur la voie de la banalisation. Marcher avec ses règles de l'offre et de la demande, de ses bons et de ses mauvais élèves, de ses consommateurs, avec ou sans modération, et de ses addictions. La médecine esthétique connaît tout ça. Les journaux, les publicités par Internet sont des vecteurs inépuisables. Là où aussi, Madame le Ministre, je pense que les pouvoirs publics auraient beaucoup à faire. On n'a même pas cité encore les bars pour le blanchiment des dents et autres choses de cet acabit qui vont nous réserver de très très mauvaises surprises dans l'avenir. Les hommes sont d'ailleurs, et c'est très réconfortant, de plus en plus consommateurs, notamment pour les problèmes de calvitie, c'est bien normal. Donc quelques pistes plus sérieusement, mais en fait nous sommes entre nous, donc nous pouvons bien dans cet hémicycle et à la veille d'un projet de loi sur du PLFSS et du budget qui ne nous entraînera pas à beaucoup de sourires, prendre ce débat avec la philosophie et la distance qui s'imposent. J'ai été, Madame, dans le passé, vice-présidente également de la commission sur le Mediator, et nous n'avions pu que regretter l'absence totale d'attention qui avait été portée aux propositions qui avaient été faites à l'époque
dans un rapport antérieur de 10 ans concernant le Vioxx. Et nous avons connu dans le Mediator exactement le même type de problème qui, s'ils avaient été pris à temps, auraient probablement évité de nombreuses difficultés s'agissant du Mediator. Donc, la première proposition que j'ai à vous faire pour éviter les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce même type de carence, le même type d'erreur et malheureusement le même nombre de victimes, parce que c'est quand même de cela qu'on parle. Madame le ministre, je souhaiterais que nous puissions mettre en place une espèce de cellule permanente de suivi des propositions qui ont été faites dans ce rapport et du travail qui est fait par notre Haute Assemblée, de façon à créer un lien constant, pas forcément institutionnel, pas forcément lourd, pas forcément une Xème commission où les parlementaires, vous le savez, ont du mal à se rendre parce que parfois leurs obligations sont nombreuses. Mais je crois qu'il faudrait arriver à créer une cellule permanente de suivi des propositions qui ont été faites, en tous les cas, dans ce domaine. La seconde proposition concerne l'information complète et la communication institutionnelle, je dirais, cohérente et continue. La volonté politique d'alerter le public sur les dangers de ces pratiques pourrait commencer par une vaste communication des médecins et de l'ensemble des pouvoirs publics. Nous avons connu avec beaucoup de succès la campagne des antibiotiques, ce n'est pas automatique. Nous pourrions aussi marteler que la chirurgie, la médecine esthétique est un acte grave pouvant avoir des conséquences sur la santé qui ne relève pas, et j'y reviendrai, de la solidarité nationale, en tous les cas pour une bonne partie d'entre elles. Une réglementation appliquée et renforcée en ce qui concerne les remboursements. Là aussi, je pense qu'il est extrêmement important, d'une part, de réserver les actes présentant des risques sérieux aux médecins qualifiés. Le rapporteur en a parlé, c'est une évidence. Et de ce point de vue-là, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les règles de formation, de qualification applicables aux personnes habilitées à exécuter des interventions à visée esthétique. Vous avez, madame, dans vos tiroirs, un décret en gestation créé par l'article 61 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire et modifiant l'article 1151-2 du Code de la santé publique, qui dispose que la pratique des actes, procédés techniques, des méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article 63-22-1 peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, être soumise à des règles définies par décret. Moi, je vous propose, madame le ministre, de supprimer le « si ». Ça ne coûte rien, c'est assez rapide et ça institue la volonté politique de marquer que les décisions ou que les mesures de chirurgie ou de médecine esthétique sont par définition des actes présentant des risques sérieux pour la santé. Je crois que c'est simple et c'est le marqueur d'une volonté politique de ne pas banaliser ces actes de médecine esthétique. Parce que parmi ces actes, il faut quand même les citer, et c'est normal qu'ils soient réservés aux médecins. Vous avez les comblements par injection de tout produit à utilisation de dispositifs, de techniques, des rayonnements électromagnétiques ou d'ultrasons. Vous avez tout un tas de dispositifs d'amincissement, liposuction et autres. Vous avez le traitement de lésions cutanées par des dispositifs aussi électromagnétiques, etc. Je ne vais pas reprendre la liste. Mais enfin, si vous prenez l'ensemble des dispositions, vous voyez que sont quand même des mesures qui sont assez lourdes et qui nécessitent une alerte du public. Je crois que si le décret pouvait, par principe, considérer que ces actes n'étaient pas des procédés banals, je crois que nous y gagnerions en rapidité. Donc je vous propose donc de retirer le « si » de ce décret à intervenir. Naturellement, il est important que les mesures s'agissant de la formation soient prises, mais le rapporteur en a parlé. Je voudrais aussi souligner que l'appétence pour cette médecine entraîne une autre difficulté qui rejoint un peu le problème que nous avions avec l'hôpital et que nous retrouverons dans le PLFSS, qui est dans un contexte d'aggravation des déséquilibres de la démographie médicale, l'augmentation des demandes de soins esthétiques est susceptible d'intéresser un grand nombre de médecins généralistes et est perçue, nous l'avons vu pendant les auditions, comme une cause probable et possible d'augmentation de l'aggravation des risques de désertification médicale. Et je crois que là aussi, il faut être bien vigilant sur la façon dont on procède.
Donc pour conclure, je voudrais revenir sur le point que j'ai évoqué tout à l'heure s'agissant des remboursements. L'acceptation du risque pour un client, patient, consommateur n'est pas le même selon qu'il s'agit d'un acte à visée esthétique ou d'une chirurgie réparatrice. En conséquence, il faudrait interdire et en tous les cas contrôler les remboursements des actes à visée esthétique et des conséquences. Je pense notamment aux opérations de confort du nez qui passent ici ou là pour un déplacement de cloison et autres petites tricheries qui finalement pèsent sur le budget de la sécurité sociale et sur la collectivité alors qu'ils n'ont rien à y faire et qu'on a déjà bien assez de soucis avec nos équilibres des comptes sociaux comme ça. Je pense aussi, et c'est beaucoup plus grave, et je pense que là aussi le ministère a rapidement des mesures à prendre, à une très grande proportion de soins qui sont exécutés en France et qui sont relatifs à des opérations esthétiques réalisées à l'étranger. Ce tourisme esthétique à l'étranger entraîne à peu près 20% de soins sur le territoire national, car quand les gens rentrent de Thaïlande, du Liban ou d'ailleurs, et que les opérations ne se sont pas bien passées, c'est à la charge de la collectivité nationale qu'ils se font soigner ici. Et moi, je trouve que ce système est absolument anormal. Je ne vois pas pourquoi notre système de santé, parce que les soins post-opératoires d'une opération de chirurgie esthétique se seraient mal passés en Thaïlande, au Brésil ou ailleurs, pèserait sur nos comptes sociaux. Je trouve ça tout à fait anormal et je déposerai dans le cadre du PLFSS un certain nombre d'amendements sur ce sujet. Donc je crois qu'il faudrait plutôt communiquer avec le public que réglementer. Et j'en aurais terminé en vous disant, Madame, que sur ces sujets, je pense que l'intégration dans notre dispositif juridique de la class action et des actions de groupe devient de plus en plus nécessaire. Je crois qu'on ne peut pas laisser des patients isolés, des clients isolés, alors là c'est plutôt pour les actes de chirurgie, mais je pense aux prothèses PIP, je crois qu'on ne peut pas laisser des victimes, alors je ne parle pas seulement de problèmes de chirurgie, je passe là de fraude, ce qui est encore beaucoup plus grave. Dans mon département, je ne peux pas vous dire combien de gens sont visés par l'amiante et ce genre de choses. Vous ne pouvez pas laisser des gens seuls face au système judiciaire, face à des entreprises, face à des gens qui ont beaucoup plus de moyens pour se défendre. Je crois que ce type de dossiers comme les prothèses PIP qui ont donné l'occasion de ce rapport sont vraiment l'occasion de repenser ces actions de groupe. Je crois que c'est extrêmement important. Enfin, cette mission a été totalement passionnante, menée de main de maître par notre présidente Chantal Joanneau et par le rapporteur. Ceux qui me connaissent dans cette maison savent que je n'ai pas l'habitude de dire ce que je ne pense pas. Et donc, merci Madame la Présidente pour avoir obtenu, mené à bon port, sans doute pour une escale que j'espère temporaire, cette mission. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement notre administrateur Olivier Jacques, qui a été d'une efficacité absolument remarquable. Merci de votre attention. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, par rapport à ma collègue qui m'a précédé, je ne suis pas utilisateur de produits à visée esthétique. Autant préciser les choses tout de suite. Je tiens néanmoins à féliciter Chantal Joanneau et Bernard Cazeau pour l'excellent travail qu'ils ont accompli avec les très nombreuses auditions auxquelles ils ont procédé, qui ont permis de faire un tour assez complet de ce problème difficile. Le scandale des prothèses PIP, à l'origine de la création de la mission, a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, en France et dans le monde entier. Et il a soulevé de nombreuses interrogations. Comment un fabricant peut-il, pendant des années, abuser l'organisme qui lui délivre le label CE ? Pourquoi les pouvoirs publics n'ont-ils pris aucune mesure lorsqu'en 2000, l'autorité sanitaire fédérale des États-Unis, la FDA, ayant constaté que la société ne respectait pas les normes sanitaires en vigueur, avait interdit l'utilisation de ces implants sur son territoire? Pourquoi la SAPS n'a-t-elle pas demandé le retrait des implants que 3 ans après avoir été alertée par plusieurs chirurgiens? Quelque temps après le drame du Mediator, le scandale des prothèses mammaires a ébranlé la confiance des médecins et des patients cette confiance dans la surveillance des dispositifs médicaux
et a ainsi relancé la polémique sur la sécurité sanitaire dans notre pays. Certes, il s'agissait en l'occurrence d'une fraude délibérée, organisée par un fabricant sans scrupules qui, je veux l'espérer, reste un cas isolé et ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble des fabricants de dispositifs de santé. Pour autant, les travaux menés par la mission ont mis en évidence la faiblesse de notre système de surveillance et de contrôle des dispositifs médicaux, qui ne permet pas en l'état d'éviter les malversations ni les défectuosités. Je pense entre autres, ça a été évoqué par le rapporteur, au problème des sondes endocavitaires, mais aussi des prothèses de hanches de pluie, ni les pratiques à visée esthétique qui s'avèrent dangereuses. Il y a à peine un an, lors de l'examen du projet relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, nous étions quelques-uns à demander un meilleur encadrement des dispositifs médicaux, convaincus de l'insuffisance dans ce secteur. Ces craintes se sont malheureusement avérées fondées et nous imposent de renforcer notre réglementation afin de garantir pleinement la sécurité des patients. Le rapport de la mission préconise 38 recommandations, parmi lesquelles certaines me semblent particulièrement importantes. J'en évoquerai quelques-unes. Il convient tout d'abord de reconsidérer les conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux. Contrairement aux médicaments, les dispositifs médicaux, même la classe 3, qui ont un potentiel très sérieux de risque, ne requièrent pas d'autorisation de mise sur le marché, mais une simple certification CE, délivrée par l'un des 77 organismes de contrôle accrédités par les autorités compétentes de chaque État de l'Union européenne. Il apparaît que certains organismes, plus conciliants que d'autres, ont la réputation de ne refuser aucun dossier. Il est donc aisé pour une entreprise peu scrupuleuse de faire appel à l'un de ces laboratoires pour obtenir son accréditation. Dans ces conditions, il est évident que les critères d'agrément des organismes notifiés doivent être revus. D'autant que le marquage CE ne signifie pas que le produit est fabriqué en Europe et ne présume en rien de la qualité du dispositif. Les dispositifs médicaux de type 1 et 2 ne sont pas soumis à la réglementation, à la réalisation d'essais cliniques prouvant leur innocuité. Certes, ils sont très nombreux et fabriqués pour la plupart par des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de procéder à ces essais. Subordonner la certification des nouveaux dispositifs médicaux risqués à la réalisation d'essais cliniques préalables permettrait pourtant la création d'une liste positive, comme ça a été évoqué, véritable gage de transparence et de sécurité. Dans le même esprit, et je rejoins le rapporteur, il est indispensable de multiplier les contrôles, surtout inopinés. La sécurité des dispositifs médicaux implantables impose également une plus grande exigence au niveau de la matériaux-vigilance. La question de l'indépendance de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de ses experts doit être clairement posée. Cette agence est en cours de restructuration. Laissons-lui peut-être un peu de temps pour se lancer dans un contrôle efficace. Il serait également hautement souhaitable de favoriser la mise en place de registres de traçabilité, comme il en existe notamment en Australie ou dans certains pays nordiques, ça a été évoqué dans le rapport. Le registre est en effet un instrument important pour détecter les éventuelles défaillances et donner l'alerte. Cela impose toutefois la participation des praticiens utilisateurs. Dans ce domaine, il faut bien reconnaître que la France accuse un retard considérable. Il serait toutefois nécessaire, à faible coût, dans un premier temps, Madame le ministre, c'est d'adopter un codage plus précis du PMSI afin de mettre en place un véritable suivi de l'utilisation des dispositifs médicaux implantables à l'hôpital, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il y a quelques jours à peine, ça a été évoqué, la Commission européenne a adopté une réglementation stricte pour les dispositifs médicaux implantables qui devrait permettre une traçabilité totale pour les dispositifs les plus sensibles et une surveillance accrue du marché en renforçant la matériaux-vigilance. Je ne peux que me féliciter de cette première étape et espère vivement
que ces propositions seront rapidement validées par le Parlement européen. S'agissant des dispositifs médicaux à visée esthétique, il est indispensable de clarifier les compétences, de renforcer la réglementation, de responsabiliser et de former les praticiens dans un domaine qui évolue sans cesse et où la demande est de plus en plus pressante. On l'a bien vu il y a quelques minutes. En France, il existe plus d'une centaine de produits injectables de complément des rides soumis à la certification CE, alors qu'aux États-Unis, la FDA n'a délivré que 6 autorisations, considérant à juste titre que de tels produits doivent répondre aux mêmes exigences qu'un médicament. On peut s'étonner que les cabines de bronzage dont le danger est avéré puissent encore relever de la compétence des professionnels de l'esthétique. Un encadrement rigoureux des pratiques doit être mis en place d'une manière urgente. Madame le ministre, je crois que les travaux de cette mission commune d'information, qui ont été menés avec beaucoup de sérieux et de précision, ont démontré l'impérieuse nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle. Les récentes dispositions de l'Europe doivent nous guider dans cette voie. Agissons sans tarder. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la mission commune d'information, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'automne dernier, le Sénat menait une belle bataille sur le projet de loi relatif à la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Le texte sorti en première lecture de notre Assemblée comportait des avancées audacieuses, mais néanmoins indispensables à la sécurité de notre système de santé, porté par le rapporteur Bernard Cazeau, mais également par les sénateurs socialistes, écologistes et communistes. Malheureusement, ces dispositions ne figurent pratiquement pas dans le texte finalement promulgué, puisque notre travail de renforcement du dispositif de sécurité sanitaire a littéralement été taillé en pièces à l'Assemblée nationale en seconde lecture. Les problèmes ne sont donc toujours pas réglés, d'autant plus que la plupart des décrets d'application de cette loi n'ont pas encore été pris. Les problèmes ne sont toujours pas réglés et cela est inquiétant. C'est pour cela que notre groupe souscrit entièrement aux 38 propositions faites par le rapport qui nous est aujourd'hui présenté, ainsi qu'aux analyses qu'il fait. Nous souhaitons notamment attirer votre attention, Madame la Ministre, chers collègues, sur le fait que l'AFSAPS a clairement dysfonctionné sur l'affaire des prothèses PIP, comme sur d'autres affaires auparavant, sans que les leçons n'en soient toujours tirées. Monsieur Cazeau, votre rapport le précise clairement, dès la 2e page. Dès 2001, 9 déclarations de chirurgiens ont été transmises à l'AFSAPS relevant notamment des cas de rupture et des événements indésirables de même ampleur ont été signalés à l'AFSAPS au cours des années suivantes. Pourtant, il a fallu attendre 2010 pour que l'agence décide le retrait et la suspension de la mise sur le marché des implants fabriqués par la société PIP. L'enchaînement des événements montre de graves déficiences dans la circulation de l'information. Le système de sécurité sanitaire français n'est pas assez fiable et les lanceurs d'alerte vivent un véritable parcours du combattant. Leurs cris d'alarme restent vains. Ils sont victimes de multiples tentatives de déstabilisation et d'intimidation, en plus du fait de voir souvent leurs compétences remises en cause. Partant de ce constat, ma collègue Marie-Christine Blandin présentera le 15 octobre au Sénat une proposition de loi qui permettrait de renforcer la qualité de l'expertise scientifique et la protection des lanceurs d'alerte. Le Sénat aurait alors l'occasion d'agir réellement pour la sécurité sanitaire des Français. Je profite également de ce débat pour insister sur les inégalités de santé et les injustices concernant ce dossier des prothèses PIP. D'autres collègues l'ont dit avant moi, car ce que souligne ce rapport, c'est que de nombreuses victimes de la firme frauduleuse PIP sont aujourd'hui confrontées à des difficultés financières graves. Le rapport le dit explicitement, certaines victimes se trouvent dans l'impossibilité de faire face au coût des opérations chirurgicales, voire même d'avancer les sommes par la suite prises en charge par la collectivité au titre des seules explantations. Elles vivent donc dans l'angoisse, ne connaissant pas l'état des prothèses qu'elles portent. D'autant que, comme le rapport le précise,
La découverte d'un taux de rupture plus élevé que celui qui était anticipé valide pourtant le choix d'une explantation généralisée, ne serait-ce qu'en raison de considérations financières. Privilégier le suivi régulier des femmes porteuses de prothèses PI par rapport à leur explantation immédiate pourrait s'avérer à long terme plus coûteux pour la collectivité. Notre groupe estime donc que le scandale continue, qu'une barrière sociale s'oppose à la sécurité de certaines victimes. C'est une forme d'obstacle à l'accès aux soins et nous espérons, Madame la Ministre, que tout sera mis en œuvre pour y remédier. Enfin, dans l'ensemble des propositions faites par le rapport, l'une attire principalement mon attention. Il s'agit de la proposition 5 relative à l'interdiction des CMR, cancéro-mutagènes reprotoxiques, de catégorie 2, dans les dispositifs médicaux destinés aux nourrissons, jeunes enfants et femmes enceintes. Cette proposition est importante et je pense même que nous pourrions et devrions aller plus loin. Prenons l'exemple du DEHP, une forme de phtalate justement classée CMR niveau 2 par l'Union européenne. Dans nombre de ses applications, le PVC est plastifié à l'aide de cette substance, pourtant interdite depuis 2005 dans tous les jouets aux enfants de moins de 3 ans. Toutefois, il entre actuellement pour plus de 50% dans la composition des plastiques à usage médical. Poche de sang, masque à oxygène, sonde gastrique, etc. Or, il est prouvé que le DEHP n'est pas chimiquement lié au PVC et donc s'en échappe en continu, qu'il est d'une grande liposolubilité et particulièrement bien absorbé et que dans l'organisme, sa distribution est rapide. En 2008, le rapport du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux a d'ailleurs proposé une liste de procédures médicales à haut potentiel d'exposition au DEHP et a fait état de risques particuliers d'intoxication aiguë en soins intensifs, de néonatologie où les nouveau-nés reçoivent des doses de DEHP pouvant atteindre jusqu'à 20 fois la dose journalière tolérable. Très attaché aux principes établis depuis Hippocrate et rappelés il y a quelques minutes par Bernard Cazeau, ne pas nuire et ensuite seulement soigner, notre groupe au Sénat demande à ce que la recherche de solutions alternatives et accessibles financièrement à l'utilisation de phtalate soit encouragée afin que cette substance soit éliminée au plus vite des hôpitaux et plus largement de tout usage médical ou soignant. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dernier orateur inscrit, Monsieur René-Paul Savary pour l'UMP. Bien, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Cela a été dit auparavant, mais ça mérite d'être encore souligné. Ce rapport d'information est véritablement de grande qualité. Il éclaire certaines pratiques qui méritent une adaptation pour garantir la confiance des utilisateurs ou des patients. C'est donc bien, vous l'avez souligné, Chantal Jouanneau, un enjeu sociétal. Le travail accompli était indispensable, mais il est également édifiant. Indispensable. Parce que notre système français d'autorisation et de surveillance ne correspond plus aux enjeux d'aujourd'hui. Et sans être un adepte du principe de précaution à tout prix, je ne suis pas non plus un contemplatif des mauvaises pratiques. Je m'explique. Certaines règles existent bien. Organismes notifiés pour accréditer des dispositifs, la matériovigilance, nous en avons déjà parlé, les registres, les études scientifiques randomisées, comparatives, le code acte des actes à travers les PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, notamment dans les hôpitaux, les investigations cliniques, les rapports bénéfices-risques, la formation des praticiens, les enseignements diplômants, etc. Bref, toutes ces règles, mesures, contraintes parfois, inspirent a priori la confiance. Et en fait, elles ne sont pas adaptées à la situation actuelle et deviennent même source de défiance. Il nous faudra donc prendre en compte les préconisations proposées, sans pénaliser la recherche et le développement, mais en redonnant confiance aux usagers. Alors pourquoi maintenant ce travail
est-il édifiant? Bien parce qu'il révèle les failles de notre organisation sanitaire ou paramédicale. Là encore, je m'explique, les quelques auditions auxquelles j'ai participé m'ont surpris. Des enjeux différents ont animé ces débats, chacun étant persuadé d'amener sa juste pierre à un édifice qui en fait est globalement défaillant. Cela a pu être constaté. Je voudrais rajouter, s'il le fallait, quelques exemples. Les registres existent bien, mais dans d'autres pays. Ils permettraient d'assurer une surveillance, car un des grands défauts du système est l'absence de réactivité dans le suivi des implantations et la détection d'éventuels dysfonctionnements. Les organismes notifiés, ils n'ont pas l'indépendance suffisante, semble-t-il, pour garantir la neutralité de leur expertise. Le demandeur ayant le libre choix de l'organisme, c'est ce qui va effectivement à l'encontre des principes de neutralité. Les cahiers des charges sont réduits en cas de composants similaires, pas forcément identiques. Il peut y avoir des différences de réaction d'un organisme à l'autre, des effets indésirables liés à des différences moléculaires, parfois même minimes. Les flux financiers, ils ne semblent pas suffisamment transparents entre fabricants de dispositifs médicaux et les laboratoires, ce qui nécessitera bien sûr clarification. Les contrôles sont prévus, on l'a dit, mais les organismes sont prévenus avant leur passage. Il n'y a pas encore un marquage européen spécifique garanti. La mise en ligne des informations, essentielle bien entendu pour la sécurité, n'est pas suffisamment développée, etc. De nombreux cas ont déjà été signalés. Personnellement, j'ai beaucoup appris devant ces auditions et je voulais témoigner du travail accompli. Nul ne détient la vérité dans ce domaine-là, mais chacun en détient quand même un petit bout. Et le but de ce rapport, Madame la Ministre, est véritablement de replacer l'usager dans un cadre réglementaire, mieux adapté, sans bloquer l'innovation, toujours essentielle, en comparant avec ce qui se fait ailleurs et en faisant des propositions objectives, tout en conciliant des intérêts divergents, ce qui illustre bien la difficulté d'un exercice qui me paraît réussi, à condition qu'il en soit tenu compte. Il en va de la crédibilité de nos institutions dans le cadre de ces pouvoirs régaliens de sécurité et de contrôle. Madame la Ministre, merci de nous donner votre vision sur ces propositions émises. Je vous remercie. Merci, Monsieur Savary. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, tout d'abord, permettez-moi de renouveler les excuses de Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui est retenue par le séminaire intergouvernemental sur la modernisation de l'État qui se tient à Matignon. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour ce rapport extrêmement documenté et riche en enseignements. Le temps et l'attention que votre mission a accordé au domaine des dispositifs médicaux implantables et aux interventions à visée esthétique est d'une aide précieuse pour l'approfondissement de notre réflexion sur ces domaines, mais plus largement encore sur la manière dont nous pouvons assurer la protection de la santé de nos concitoyens. Il n'est pas inutile de rappeler le contexte qui a provoqué le déclenchement de cette mission. Le point de départ, vous avez été nombreux à le rappeler, est la découverte de prothèses mammaires, les prothèses PIP, qui étaient produites de manière totalement contraire aux procédures d'agrément du produit. Cette affaire est dans les mains de la justice et il ne nous appartient pas là de la commenter. Toutefois, à cette occasion, les lacunes de la réglementation des dispositifs médicaux ont été pointées, que ce soit au niveau national comme au niveau européen. Vous avez aussi très justement élargi votre mission d'information des dispositifs implantables aux interventions esthétiques dont l'encadrement est actuellement extrêmement léger. Le dispositif médical, vous le dites fort justement,
doit être considéré différemment du médicament, mais que ces produits s'adressent à des malades ou à des non-malades, et comme pour le médicament, nous estimons que la sécurité des personnes doit être au centre du processus de leur mise et de leur maintien sur le marché. Vous l'avez, Monsieur Barbier, très bien souligné. Il est vrai que ces dispositifs recouvrent des situations très diverses et nous ne pouvons pas traiter de la même manière des produits externes et très courants, comme les pansements ou les bandages, et des appareils implantés dans le corps, tels les sondes ou les implants du type de la prothèse PIP dont nous avons parlé. Un autre point dont il nous faudra tenir compte est la spécificité du tissu industriel des fabricants de dispositifs médicaux qui repose essentiellement sur des petites et moyennes entreprises. Ce secteur est porteur d'innovations favorables à des progrès dans la prise en charge des patients qu'il ne faut donc pas contraindre sans un examen minutieux. Je pense que cela répond à l'un de vos souhaits, Monsieur Savary. La demande de soins esthétiques est en forte croissance de la part de la population, du fait notamment des progrès des techniques utilisées et aussi de la pression sociétale. Madame, vous en êtes un exemple quasi parfait. Et ce besoin s'exprime dans une population plus jeune qu'auparavant, essentiellement féminine, mais également, vous l'avez souligné, masculine, soucieuse de son apparence physique, encouragée en cela par la diffusion dans les médias d'images de perfection. Madame Joanneau, vous avez eu l'occasion de le rappeler. C'est ainsi que le monde de l'esthétique s'est métamorphosé au cours des 10 dernières années. L'offre commerciale et les utilisateurs n'ont cessé d'augmenter. En 2010, 13,4% des Français entre 15 et 75 ans déclaraient avoir fait l'usage au moins une fois dans leur vie des ultraviolets artificiels. Les cabines de bronzage recensées sont au nombre de 18 000, mais une étude de marché en dénombre 40 000 sur le territoire national. La simplicité apparente des procédures et les gains qu'elles rapportent attirent des médecins et d'autres personnes d'horizons multiples vers le métier de l'esthétique. Cependant, les produits et les actes à visée esthétique ne sont pas exempts de risques sanitaires. On peut citer les prothèses mammaires PIP, les infections localisées voire généralisées après des gestes invasifs mal maîtrisés, la multiplication de cancers de la peau suite aux expositions non contrôlées au rayonnement des installations de bronzage artificiel. C'est en cela que votre mission est d'un apport essentiel, car elle attire l'attention sur les risques encourus dans un domaine qui paraît aux yeux de nos concitoyens comme simplement facteur de bien-être, qui explique peut-être pourquoi il y a si peu de sénateurs ce soir. Vous avez conduit un travail approfondi. Oui, je pense qu'ils y ont recours. Vous avez conduit un travail approfondi. Il serait vain de vouloir résumer en quelques minutes à la fois l'analyse produite et les recommandations qui en sont issues. Cependant, quelques constats méritent d'être soulignés, car ils conditionnent le sens de l'action que nous devons mener. Tout d'abord, nous sommes face à une réglementation européenne qui repose plus sur le principe de libre circulation des produits que sur le principe de sécurité des personnes, ce qui devrait pourtant être privilégié s'agissant ici de produits de santé. Ensuite, le système de mise sur le marché des dispositifs médicaux repose sur la confiance à l'égard du fabricant et sur des organismes certifiants peu encadrés, généralement à but lucratif, que le fabricant choisit lui-même selon ses critères, ce qui peut conduire à un nivellement par le bas, ce que vous nommez le forum shopping. Enfin, à aucun moment un regard indépendant, transparent, scientifiquement approprié sur les bénéfices et les risques du produit n'est porté par des autorités compétentes. Ces autorités n'interviennent finalement qu'au moment du remboursement éventuel, mais alors avec les yeux du payeur, et ce n'est qu'une fois le produit sur le marché que l'autorité exerce son rôle de sécurité sanitaire et n'intervient le plus souvent que lorsque l'alerte est déjà lancée. Enfin,
Pour ce qui a trait aux actes et dispositifs à visée esthétique, ils échappent la plupart du temps aux procédures permettant de s'assurer qu'ils répondent à des exigences de sécurité sanitaire. Ce constat sévère ne résume pas, bien évidemment, la richesse de votre analyse. Votre travail vous a conduit à établir 38 recommandations qui, pour chacune d'entre elles, est le fruit d'un imposant argumentaire. Il est important de noter que ces recommandations imposent des actions à plusieurs niveaux. Elles concernent à la fois les dispositifs médicaux et les actes à visée esthétique. Elles interpellent aussi bien le niveau national que le niveau européen. Elles proposent d'intervenir en amont de la distribution des produits ou des actes, mais également de renforcer le contrôle a posteriori. C'est donc une palette complète de mesures que vous proposez de porter. Mesdames et Messieurs les sénateurs, depuis que la ministre des Affaires sociales et de la Santé est en poste, la question de la protection des patients et de la sécurité des procédures est sa préoccupation constante. Vous devez être assuré que sa détermination à œuvrer pour plus de qualité et donc pour plus de sécurité est constante et sans faille. Au plan national, et je pense que cela répondra au constat liminaire de Madame Archambault, la totalité des textes d'application de la loi du 29 décembre 2011 sont maintenant signés et seront pour les derniers très prochainement publiés. Parmi ceux-ci, l'encadrement de la publicité des dispositifs médicaux, qui était très attendu. Les textes instaurent un processus d'autorisation préalable de la publicité de certains de ces dispositifs, notamment les plus à risque. Une autre disposition renforce la saisie et le contrôle, éventuellement de manière inopinée, par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé de certains dispositifs remboursables. La loi met également en place les déclarations d'intérêt et la transparence des liens entre entreprises et partenaires de la santé. Son article 6 met à la charge des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé, dont les dispositifs médicaux, l'obligation de rendre publique l'existence de conventions qu'elles concluent avec tous les professionnels, y compris les étudiants exerçant dans les domaines de la santé. Ces entreprises sont également tenues de rendre publics les avantages qu'elles procurent aux acteurs du champ des produits de santé précités. Madame la ministre a mis en place un groupe de travail pour finaliser le décret sur la publication des liens et des conventions, et ce décret devrait être porté rapidement devant le Conseil d'État. Pour ce qui concerne les actes à visée esthétique, la ministre s'est prononcée fermement le 23 mai dernier pour un durcissement de la réglementation sur les cabines de bronzage. Un décret dans ce sens est en cours de finalisation. En effet, la réglementation actuelle sur ces appareils ne permet pas d'assurer la meilleure protection pour tous vis-à-vis du risque de cancer de la peau. Par exemple, il n'existe aucun dispositif réglementaire permettant aux exploitants de cabines de bronzage d'exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité, alors que l'on sait que 3,5% des personnes âgées de 15 à 18 ans déclarent avoir eu recours à des séances de bronzage. Pour aller, le cas échéant, plus loin encore, si cela s'avérait nécessaire, nous attendons les conclusions d'un avis de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet qui sera rendu courant 2013. Sur le plan européen, Madame la ministre souhaite que la France puisse peser de tout son poids pour renforcer la sécurité des usagers et assurer la qualité tant des dispositifs que des actes. Madame la ministre a déjà rencontré le commissaire Dalli, responsable de la Direction générale Santé et Protection des consommateurs. Elle s'est entretenue récemment sur ce sujet avec ses homologues de Belgique, d'Allemagne, d'Irlande, du Luxembourg, de Pologne, afin de peser sur les discussions en cours. En effet, le débat est ouvert puisqu'un projet de règlement européen sur les dispositifs médicaux a été rendu public la semaine dernière. Ce projet corrige certaines déficiences signalées précédemment. Il conserve le dispositif de la certification,
mais instaure un renforcement et une harmonisation des organismes notifiés et crée un groupe de coordination formé d'experts des autorités compétentes nationales. Il nous paraît toutefois nécessaire d'aller plus loin dans le mécanisme du contrôle préalable par les autorités compétentes nationales des dispositifs les plus à risque. Les procédures de déclaration des données de sécurité méritent d'être encore précisées. En outre, les procédures de collaboration en matière d'inspection doivent être renforcées. Au vu des recommandations que vous formulez et de notre propre analyse, les propositions du texte présenté par la Commission nous semblent encore insuffisantes, notamment pour garantir la sécurité des dispositifs médicaux les plus à risque. Enfin, nous pensons qu'il faut accélérer le partage d'informations entre les autorités compétentes pour qu'elles puissent de manière efficace accomplir leur mission de police sanitaire. Effectivement, la confiance de nos concitoyens dans la qualité et la sécurité de notre système de santé doit être au rendez-vous. Les trop nombreux scandales qui se sont succédés ont entamé cette confiance. Il nous faut la reconstruire. Les propositions que vous faites seront étudiées, soyez-en assurés, avec une grande attention. Vous le voyez, certaines sont déjà en cours. D'autres demandent un engagement européen fort que nous porterons, en espérant emporter l'adhésion des autres États membres. Nous ne devons pas élaborer un arsenal juridique dans la précipitation après chaque scandale. Nous souhaitons par contre que s'élabore un dispositif solide, un dispositif qui prenne en compte les risques réels auxquels les Français peuvent être soumis, un dispositif qui responsabilise chaque acteur, autorité publique bien sûr, mais également les professionnels de santé, les entreprises produisant les dispositifs, qu'ils soient médicaux ou à visée esthétique. Nous voulons que se mette en place un système performant de vigilance pour que puisse être rapidement détecté un dysfonctionnement et qu'il soit traité avec célérité et efficacité. La ministre des Affaires sociales et de la Santé est consciente du travail à accomplir. Le rapport que vous avez produit est pour nous une aide précieuse, car il nous indique le chemin qu'il nous faut encore parcourir. C'est par un travail conjoint que nous y parviendrons. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Voilà, nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi ce débat consacré aux conclusions de la mission d'information du Sénat sur les prothèses et implants à visée médicale mais aussi esthétique. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.